je voulais vous remercier tous ceux qui ont organisé ce cycle de conférences pour l'honneur que vous m'avez fait de me proposer de prononcer la conférence de clôture, puisque l'exposition était encore ici pour quelques jours. C'est le 25, je crois, la dernière opportunité. Donc j'étais content tout à l'heure d'être avec des amis proches de Colmar pour voir avec eux cette exposition que j'avais déjà vue à Marimont. Et donc on retrouve à peu près on retrouvait les mêmes pièces, mais dans une autre configuration. Et ce dont je vais vous parler, c'est de la dernière phase, en fait, celle qui est un peu moins évoquée dans l'exposition, qui a mis l'accent plutôt sur la période des Shakanaku. Mais avant de débuter, je voudrais rappeler la chance considérable qu'ont les spécialistes de l'écriture cunéiforme, les assyriologues, comme nous disons dans notre jargon, c'est que le support privilégié par les Mésopotamiens pour les textes courants était constitué par des tablettes d'argile, et c'est un support pour lequel on a rarement fait mieux dans toute l'histoire de l'écriture, parce que c'est un support qui résiste bien au temps, et en particulier à ces deux ennemis des bibliothécaires, qui sont d'un côté le feu, et d'autre part l'eau. Et là, avec l'eau, j'ai choisi une image qui malheureusement n'est pas de la fiction, c'est une triste réalité, et on aurait pu multiplier bien sûr ce genre de références. Et c'est cela qui explique pourquoi les tablettes cunéiformes nous sont parvenues en très grand nombre, outre le fait qu'il s'agit d'un matériau qui n'est pas cher, et donc il suffit de purifier l'argile, de se tailler convenablement des roseaux, et vous voilà équipé pour écrire. Les textes de Marie, les textes cunéiformes les plus anciens remontent au XXIVe siècle avant notre ère, mais comme je vous l'ai indiqué, donc mon propos portera ce soir sur les archives de l'époque que nous appelons l'époque amorite, c'est-à-dire à la fin du XIXe et au début du XVIIIe siècle. Cette période d'environ 50 ans est scandée par trois phases successives que je dois vous exposer maintenant pour que par la suite ceux d'entre vous qui auraient besoin de repères les aient. Première phase, elle regroupe les règnes de Yardunlim et de Sumuyamam, des environs de 1810 jusqu'en 1792. Ensuite, nous avons l'annexion du royaume de Marie par Samsiadou, qui intègre Marie dans ce royaume que nous appelons royaume de Haute-Mésopotamie. Et il s'agit d'un véritable empire qui va depuis le Tigre jusqu'à l'Euphrate. Et Samsiadou a choisi d'installer un de ses fils sur le trône de Marie qui s'appelait Yasmaradou et dont j'aurai l'occasion de reparler fréquemment. En 1775, quelques mois après la mort de son fondateur, cet empire s'est écroulé et Marie a retrouvé son indépendance avec son dernier roi, Zimrilim, qui a régné un peu plus de 13 ans et qui a fini par être vaincu par le roi de Babylone, Hammurabi, en 1761. Et quelques mois après sa conquête de la ville, Hammurabi a fini par décider la destruction de la ville de Marie. Entre 15 et 20 000 tablettes ont été retrouvées, je reviendrai tout à l'heure sur l'imprécision des chiffres, mais leur répartition chronologique est très inégale, la grande majorité datant seulement des 20 dernières années de la vie du palais. Mais si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on dispose d'une moyenne de plus de 2 textes par jour, ce qui, dans toute l'Antiquité, est quelque chose pourquoi on n'a pas de parallèle. Alors, ce que je voudrais, c'est rappeler d'abord les circonstances dans lesquelles ces archives ont été découvertes et quel était leur statut dans l'Antiquité. Et puis, dans un deuxième temps, je décrirai les différents genres de textes qui constituent ces archives. Et je terminerai en retraçant l'histoire de leur publication et en traçant quelques perspectives d'avenir. Les archives paléo-babyloniennes ont commencé à être découvertes dans le palais de Marie
par l'équipe d'André Parrot lors de sa deuxième campagne de fouilles au Tel Hariri dans l'hiver 1934-35, très exactement le 5 février 1935, donc il y a un peu plus de 89 ans. Et j'ai personnellement vécu en fait un peu plus que la moitié de cette longue histoire parce que j'ai eu la chance de visiter Marie à 17 ans, l'année de mon bac, donc en août 1971. Et à ce moment-là, André Parrot était en train de dégager le palais pressargonique qui n'était pas encore pourvu de la couverture qui devait plus tard le protéger. Et puis, ensuite, j'ai fait mes études universitaires et j'ai eu la double chance, en 1979, d'entrer dans le groupe des épigraphistes, qu'on appelait alors l'équipe de Marie, où je fus accueilli par Maurice Biraud sur la recommandation de Jean-Marie Durand. Et la deuxième chance, c'est d'avoir été associé dès 1979 par Jean Margueron aux travaux archéologiques et épigraphiques à Tel Hariri, dont il reprenait la direction. Je n'ai pas connu personnellement André Parrot, mais je l'ai aperçu une fois au Louvre alors que j'étais étudiant en licence. Il faisait visiter l'exposition qu'il y avait organisée en 1973 et pour laquelle il avait fait venir de Syrie à Paris plusieurs statues, dont celle d'Ishtupiloum. Voici une photo qui est dans le catalogue de l'exposition que j'ai repiquée parce qu'elle m'évoquait ce souvenir. Mais j'ai en revanche connu la plupart des membres de l'ancienne équipe des épigraphistes, à commencer par le chef de cette équipe, Georges Dossin. Alors, je voudrais retracer rapidement les étapes de la découverte des archives de Marie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je me permets de vous renvoyer à un livre qui n'était pas dans l'énumération de Dominique Beyer tout à l'heure, qui s'appelle Enquête de Ninive, et où j'ai retracé l'histoire du déchiffrement du cunéiforme et de la constitution de la syriologie comme discipline historique. L'essentiel à Marie a été découvert en 3 campagnes, de la 2e à la 4e, donc entre 1935 et 1937. Le nombre de tablettes qui est sur ce tableau correspond au rapport de fouilles que donnait chaque année Parrot dans la revue Syria. Et vous pourriez vous étonner d'un chiffre tel que 6 à 8 000 tablettes. Eh bien, cette imprécision du bilan de l'inventeur de ces archives s'explique parce qu'il n'avait pas à ce moment-là d'épigraphiste auprès de lui qui puisse faire sur le terrain un inventaire, même rapide. Les tablettes étaient sommairement nettoyées et cuites, puis mises dans des malles qui étaient transportées en France pour étude. Et c'est seulement à partir de la 5e campagne, à l'automne 1937, que Georges Dossin a fait partie régulièrement de l'équipe à Tel Hariri. Après la guerre, Parrot est revenu dans le palais en 1964. Il avait fait entre-temps beaucoup d'autres choses, et il cherchait le palais pressargonique et qu'il a supposé, avec raison, situé sous ce qu'il appelait le palais de Zimrilim, d'après le nom de son dernier occupant. Et ces fouilles en profondeur ont permis de compléter les découvertes antérieures de 2 manières. D'abord parce que ça et là, on s'est rendu compte qu'il restait encore des tablettes qui n'avaient pas été découvertes avant-guerre, tablettes qui remontaient à l'époque des 2 derniers rois, Yasmaradou et Zimrilim. Et ça a été le cas notamment en 1972, lorsque Maurice Biraud a achevé la fouille de la fameuse salle 115, qui avait donné plusieurs milliers de tablettes avant la guerre, j'y reviendrai. Et puis surtout, en passant sous les derniers sols d'occupation, Parrot a découvert les archives plus anciennes qui remontaient au règne de Yardounlim et de Soumouyamam. Il s'agissait du contenu de paniers de tablettes périmées qui ont été mises au rebut lorsque Samsiadou, après s'être emparé de Marie, a effectué des travaux dans le palais. Ce que André Parrot a dégagé constitue donc les vestiges d'un palais détruit délibérément par les Babyloniens en 1759 et, comme l'avait bien souligné Jean Margueron, tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux avait été emporté avant que le feu ne soit mis à la poutraison et les murs abattus, et seuls sont restés les objets non intéressants,
Alors, les moules que vous avez pu voir dans l'exposition, bon, c'est quelque chose de très intéressant, mais en soi, en effet, c'est de l'argile, ça n'a pas de valeur. Et Paro a eu le sentiment que les Babyloniens avaient mis les tablettes délibérément en morceaux. Et on peut lire sous la plume de Georges Dossin en 1938, il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièces les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année, et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. Et Maurice Biraud lui a fait écho, rappelant dans son rapport sur la nouvelle fouille de la salle 115 en 1972 que les tablettes, je cite, « jetées pêle-mêle sur le sol dallé par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimrilim, y formaient, selon le rapport de M. André Parot, une couche épaisse de 30 à 40 cm. » On doit dire cependant que l'état de conservation des tablettes, parfois médiocre en effet, s'explique au moins en partie aussi par, disons, le manque de soin avec lequel elles furent dégagées. Parot en 1936-37, enfin 35-37, n'avait pas encore d'ouvriers bien formés, et sur ce célèbre cliché que vous avez pu voir ou revoir dans l'exposition, eh bien, la pioche juste à côté de cette statue fait un peu frémir. Et là, il faut se rappeler que nos tablettes, elles ne sont pas en pierre, elles sont en argile, et que cette argile n'est pratiquement jamais cuite, et donc les tablettes, lorsqu'elles sont découvertes, elles sont encore humides et molles, et elles ne durcissent que par la suite, lorsqu'elles sont à l'air libre. Et cela explique les coups de piochon dont on voit souvent la trace. Donc, en voici un exemple, mais j'ai un exemple encore pire. Sur cette tablette, on compte pas moins de 7 coups de piochon. Et alors, je ne vous ai pas montré l'autre côté de la tablette, mais il y a également des coups de piochon, et je m'étais demandé pendant un moment comment c'était possible, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est simplement que la tablette a été découverte verticale, et donc évidemment, si vous attaquez par un côté et par l'autre, vous avez 2 fois plus de chances de donner des coups de piochon que si vous l'attaquez, la tablette étant conservée à plat. Par ailleurs, Parot a pris une initiative qui était quelque chose qui se pratiquait à la même époque, notamment à Our. Il a procédé à une cuisson superficielle sur le terrain, ce qui en soi sans doute était une bonne chose pour la conservation des tablettes, mais le problème c'est que les conditions rudimentaires de l'opération ne permettaient pas un contrôle bien strict de la température qui seule évite que les tablettes ne se brisent, notamment pendant la phase de refroidissement déjà la montée en température qui doit être très progressive, et plus encore quand la température baisse. Et donc ça explique aussi pourquoi on a beaucoup de tablettes qui sont fragmentaires. Et la première génération des épigraphistes de Marie, qui étaient submergés par le nombre des documents, n'a fait aucun effort pour essayer de remembrer les fragments. Et ça a été un des grands mérites de Jean-Marie Durand de nous avoir entraînés dans ce travail de puzzle. Dans le jargon des assyriologues, on parle de joint. Et il est vrai que trouver un fragment qui donne le début d'une lettre rend euphorique, si je peux filer cette métaphore douteuse. Mais malgré nos efforts, les documents ne sont pas toujours complets. Voici un exemple d'une tablette qui a été reconstituée à partir de pas moins de 5 fragments, mais vous voyez qu'il reste malgré tout encore des lacunes. Autre question qu'il faut aborder, c'est la question du partage. Dans l'entre-deux-guerres, la loi des Antiquités prévoyait le partage des découvertes, et c'est ainsi que la moitié des tablettes d'Ougarit trouvées jusqu'en 1939 se trouve aujourd'hui au Louvre et l'autre moitié en Syrie. Pour les tablettes de Marie, la situation n'est pas tout à fait claire, faute de documents publiés et du fait que la tradition orale, que j'ai entendue par les plus anciens, s'est révélée partiellement inexacte. Et donc je dois ici préciser quelque chose que j'avais précédemment écrit et qui n'est pas tout à fait juste. En fait,
Parrot obtint que la totalité des tablettes soit envoyée en France pour étude. Et il semble qu'il était convenu que la part de la Syrie serait renvoyée progressivement au fur et à mesure des publications. Et si vous avez bien regardé dans l'exposition, il y a cette lettre de Parrot à Claude Schaeffer, qui était alors le directeur de la commission des fouilles, qui date du 18 novembre 1946, à propos du partage, et qui se révèle très intéressante. Je cite, « Suite à notre dernier entretien, je vous confirme et vous précise ici que je suis prêt à proposer au gouvernement syrien, premièrement, partage par moitié des fois publiés par mademoiselle Rutten, suivant projet s'y inclus. Deuxièmement, partage des textes de Marie, donc là il voulait dire les tablettes, dès à présent publiés, le gouvernement syrien choisissant soit les tablettes du volume de Jean, ARM 2 1941, soit celles du volume d'Ossin, ARM 1 1946, ce dernier volume devant sortir incessamment. Il serait bon de faire remarquer au gouvernement syrien que la publication a été ralentie à cause de la guerre. D'autres volumes sont dès à présent prêts et seront envoyés prochainement à la publication. Par conséquent, d'autres partages suivront et seront à envisager dans un délai assez prochain. Si vous regardez bien, on arrive à lire cela par transparence en haut de la feuille. Et si on fait l'explication de texte, vous voyez que manifestement, il y a le désir de résister à une éventuelle pression du gouvernement syrien dans cette lettre. L'allusion au retard que la guerre a provoqué, le fait qu'on va bientôt faire une nouvelle phase de partage, etc. Et en fait, Parrot n'a pas pu tenir cette position très longtemps, mais j'ignore à quel moment il a été contraint de procéder au retour de toutes les tablettes. Je soupçonne que c'est lorsqu'il a repris les fouilles après l'affaire de Suez, mais ça reste encore à voir, et donc j'espère qu'en allant à Nanterre dans les archives, je vais pouvoir préciser ce point, parce que contrairement à ce que j'avais cru, ça n'est pas au retour après la Seconde Guerre mondiale que l'idée du partage a été abandonnée, mais plus tard. Quoi qu'il en soit, les tablettes repartaient en Syrie chaque fois qu'un volume était publié jusqu'en 1995. À cette date, le directeur général des Antiquités et des Musées de Syrie exigea le retour de la totalité des tablettes publiées et inédites, en réservant les droits de publication à l'équipe des épigraphistes, donc dirigée à ce moment-là par Jean-Marie Durand. On a réussi à obtenir l'échelonnement du retour de façon à permettre de compléter la couverture photographique des inédits, qui était une tâche colossale, mais depuis 2004, plus aucune tablette ne se trouve en France. Elles ont été installées dans le nouveau musée de Dérésor à partir de 1996. Et pour l'instant, nous n'avons pas de précision sur le lieu où ces tablettes et le reste du contenu du musée de Dérésor sont actuellement conservés. Alors, 15 à 20 000 tablettes, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais il ne faut pas simplement s'émerveiller devant la quantité et l'intérêt des textes qui ont été découverts lors des fouilles du Tel Hariri depuis 1934. Il faut aussi comprendre les conditions dans lesquelles ces textes ont été conservés et aussi essayer de définir le statut qu'avaient ces textes avant leur ensevelissement sous les ruines de l'édifice où ils ont été retrouvés. Or, au sein même des archives, il y a des statuts différents. Il y a d'abord certains lots d'archives qui n'ont manifestement pas été touchés par les Babyloniens, qui les ont laissés tels quels. C'est le cas d'une bonne partie des documents administratifs, en particulier les centaines de textes de ce qu'on appelle les repas du roi, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont été retrouvés notamment dans des jarres découvertes dans la salle 5 du palais, sans doute tombées de l'étage, et c'est par la découverte de ces tablettes que Parrot a commencé la découverte des archives. Il semble également que les archives du quartier des femmes soient restées intactes. On a découvert dans les salles 52 et 110 à la fois des textes administratifs et des lettres rattachées à la reine-mère ou à des épouses de Zimrilim.
Et dernier exemple, la salle 24, qui n'était nullement une école comme l'avait cru André Parrot, malgré ses efforts pour convaincre visuellement que son hypothèse était juste, en réalité, cette salle a abrité les archives du chef des marchands, Idin Nummushda, et les banquettes servaient de support pour des jarres de stockage ou autres conteneurs. Cependant, une partie des archives a été soumise à un tri par les Babyloniens, en particulier la correspondance des rois. Et on le sait grâce à une série d'étiquettes de coffres qui a été découverte dans la salle 115. Ces étiquettes portaient au revers une date entre le 28 et le 30 du 7e mois de l'année 32 de Hammurabi. Donc c'est l'année 1761. Et sur la face figurait l'indication du contenu, coffre de tablettes de serviteurs de Samsiadou, un exemplaire, ou encore coffre de panier de tablettes des serviteurs de Zimrilim, on en a 6 exemplaires. Et donc on avait supposé que les Babyloniens s'appuyaient sur un classement préexistant, parce qu'on ne voit pas très bien comment eux-mêmes auraient pu faire la différence entre les tablettes les plus récentes et les tablettes les plus anciennes. Et la preuve a été fournie par un scellement de coffres avec le sceau de Sinidinam qui a été découvert en 1972, mais qui était resté inédit, et j'ai eu le bonheur de le publier dans le volume offert à Dominique Beyer il y a quelques années. Ce Sinidinam était le scribe particulier du roi Yasmaradou. Et donc, on a sans doute affaire à un coffre scellé par lui qui contenait des tablettes du temps de Samsiadou et de son fils Yasmaradou. Et lorsque les Babyloniens ont ouvert le coffre, ils ont examiné le contenu, ils l'ont refermé, ils ont mis une nouvelle étiquette et l'ancien scellement brisé est tombé tout simplement par terre. Alors la question que vous vous posez sans doute, c'est « mais pourquoi donc ces coffres sont-ils restés salle 115 ?» Eh bien, il y a un fragment d'une étiquette babylonienne du même type que ce que je vous ai montré, qui a été retrouvé à côté de la porte du palais. Et il appartenait sans doute à un coffre qui a été emporté. Et les soldats babyloniens qui manœuvraient ce coffre, il devait être au moins 2, parce que ça, si vous avez des dizaines de tablettes d'argile dans un coffre, ça pèse quand même un certain poids. Et ils n'ont pas fait attention en sortant. Ils ont heurté le côté de la porte et paf, l'étiquette s'est cassée, il y a un morceau qui est tombé et puis ils ont continué leur chemin sans se douter que ce fragment serait pour nous comme la marque du petit pousset. Parce que du coup, on se dit, eh bien, les coffres qui sont restés salle 115, c'est des coffres qui auraient dû partir comme les autres, comme celui dont un fragment d'étiquette est tombé, et pour une raison qu'on ignore. Alors là, vous pouvez penser à quelqu'un qui fait mal son travail, ça arrive. Eh bien, ces 7 coffres sont restés. Et alors là, l'épigraphiste tremble rétrospectivement en se disant, mais bon sang, l'essentiel des archives de Marie, si ce groupe de soldats avait fait son travail jusqu'au bout en vidant la salle 115 de tous ses coffres, eh bien, on n'aurait plus que les quelques textes administratifs par-ci par-là, mais pas l'essentiel de ce qu'on a. Donc, la conclusion semble claire, une partie des archives a été vraisemblablement déménagée à Babylone et n'a pas été retrouvée par André Parrot, et tout à l'heure je vous donnerai un argument supplémentaire. Troisième type de situation, eh bien, c'est ce qu'on appelle les archives mortes, c'est-à-dire des textes qui avaient déjà été mis au rebut dans l'Antiquité. Alors je vous ai tout à l'heure parlé des centaines de tablettes de l'époque de Yarnunlim et de Sumuyamam retrouvées sous le dernier sol d'occupation du palais, mais c'est le cas également d'une partie des archives administratives du temps de Yasmaradou. Plusieurs dizaines de comptes de dépenses d'huile ont ainsi été retrouvés à l'intérieur d'une banquette de la salle 116. Donc la photo que je vous ai mise à l'écran, c'est la salle telle qu'elle a été trouvée par Parrot. Et en 1982, je crois, cette salle a été
vidé complètement pour permettre la poursuite de la fouille en profondeur. Et dans les banquettes, eh bien, on a retrouvé des comptes d'huile qui datent de l'époque de Yasmaradou. Donc là encore, des documents périmés qui ont été réutilisés comme matériaux de construction, comme ça arrivait souvent. Et voilà donc le troisième statut. Et dans les tablettes qui ont été publiées, il y en a certaines qui ont une espèce de plâtre blanc à l'intérieur qui fait penser qu'il y a eu des cas de ce genre qui n'ont pas été répertoriés par Parrot dans ce qu'il avait fouillé, mais il y en avait déjà qui ont été retrouvés de son temps. Alors, il faut terminer par une mise en garde, parce que on pourrait déduire de ce qui précède que l'étude des textes administratifs en fonction de leur répartition spatiale permettrait de déterminer précisément quelles furent les fonctions des différentes pièces du palais d'après la nature et le contenu des tablettes qui ont été découvertes. Des tablettes d'huile dans la salle 116 où il y a ces grandes jarres, on pourrait se dire, est-ce que ce n'était pas le cas partout? Eh bien, c'était l'espoir d'André Parrot, mais il a été déçu dès la publication des textes de la salle 110 par Jean Bottero en 1956-57. Et là encore, on se doute aujourd'hui de la raison de cela, parce que la fouille dans les années 1933 à 1938 a été menée avec un encadrement insuffisant pour que l'enregistrement des lieux de provenance des objets ait pu être correctement effectué, de sorte que les indications de provenance des tablettes sont souvent approximatives. Et on l'a compris en constatant que on pouvait faire de nombreux raccords entre des fragments qui étaient réputés provenir de salles différentes, mais qui avaient été fouillés la même année. Par exemple, les salles 108 et 115. Et il y a une lettre de André Parrot lui-même qui est assez édifiante. Georges Dossin lui avait demandé d'établir la correspondance entre des dénominations provisoires données sur le terrain, par exemple Ali, 12 février 36, et la numérotation définitive des salles dans le palais, de façon à pouvoir situer spatialement certains lots de tablettes. Et Parrot lui a répondu « Je viens de rechercher avec mademoiselle Laroche les divers plans du palais. Je ne trouve pas les équivalences pour les salles P, R, Y, Z. Peut-être cette indication est-elle portée sur quelques-uns des plans laissés à Damas. De toute façon, je persiste à penser et à dire que cela n'a aucune importance, étant donné l'éparpillement de ces séries à travers le palais, éparpillement non originel, mais suite au pillage. » Et donc, Parrot parle ici du pillage par les Babyloniens. Mais si vous relisez le passage, vous vous rendez compte que c'est un raisonnement parfaitement circulaire. Parce que si l'archéologue ne peut pas localiser précisément les tablettes qu'il a découvertes, comment peut-il prouver que les différentes séries de textes ont été retrouvées en désordre ? Et donc, malheureusement, il est difficile d'exploiter de manière assurée les données que nous possédons, qui ont été fournies par le fouilleur sur les lieux de découverte des tablettes. Il y a quand même des informations qui se révèlent cohérentes, et une étude reprend actuellement ce point de manière systématique. Comment les tablettes étaient-elles stockées dans l'Antiquité ? La fouille ne peut donner que des informations partielles. Alors, j'ai déjà mentionné les jarres de la salle 5 du palais, mais par ailleurs, on sait que des tablettes étaient conservées dans des paniers, kupum, ou des coffres pichanum, qui n'ont laissé d'autres traces éventuellement que les étiquettes en argile qui servaient à empêcher qu'on ouvre ces contenants sans contrôle. Voici par exemple l'étiquette d'un coffre ayant contenu les tablettes du recensement de la province de Sagaratum. Je reviendrai tout à l'heure sur ces recensements. Les textes parlent aussi de sacoches de cuir, tukkanum, qui n'ont pas davantage survécu, et ces sacoches semblent avoir avant tout servi au transport des tablettes, notamment des lettres. La richesse des archives de Marie tient en particulier au caractère complémentaire des genres qui y sont attestés, même si chaque catégorie est représentée numériquement de façon très inégale. Il faut commencer par rappeler qu'on a affaire à des archives, pas à une bibliothèque. Alors il est vrai qu'on possède quelques textes qui pourraient rentrer dans la catégorie des ouvrages littéraires. Ils sont peu nombreux et la justification de leur présence dans le palais est presque toujours de nature pratique. On a par exemple des textes liés au culte ou à des activités religieuses, notamment le célèbre rituel de la déesse Ishtar et d'autres. On a également des hymnes et prières qui ont été récemment
publiés. Et puis, on a quelques textes de haute tenue littéraire, comme la fameuse épopée de Zimri-Lim, mais tout cela, ça n'en constitue pas moins des textes de circonstance et non des œuvres de référence, comme on s'attend à en trouver dans une bibliothèque en tant que telle. Par ailleurs, les textes historiographiques sont peu nombreux et cela a pesé pendant longtemps sur la reconstitution de l'histoire politique du royaume. Le plus souvent, en effet, le schéma des événements peut être déduit des inscriptions royales commémoratives qui célèbrent les principales victoires des souverains. Malgré les distorsions qui sont présentes dans ce genre de texte, destinés avant tout à exalter la figure du roi, on arrive le plus souvent à décoder la rhétorique royale et à tirer des informations fiables, à défaut d'être complètes. Malheureusement, les fouilles de Marie en ont livré fort peu pour l'époque amorite. Les deux principaux datent du règne de Yardounlim. L'un a pour support un clou de fondation et traditionnellement on le désigne comme le disque de Yardounlim, et l'autre, eh bien, vous en avez vu un exemplaire dans l'exposition, ce sont 9 briques qui ont été découvertes dans les fondations du temple de Shamash. Pour l'époque suivante, celle de Samsiadou et de son fils Yasmaradou, on a retrouvé à Marie une inscription commémorative très mutilée, celle de la statue Kaban, du nom du militaire, qui a alerté les autorités sur cette découverte. Et vous savez que c'est cette découverte fortuite qui a permis que le site soit fouillé. Et on a également retrouvé des projets de dédicace d'objets votifs, par exemple le texte qui devait figurer sur un instrument de musique, une sorte de timbale, offerte par Samsiadou à la déesse Ishtar. À côté des inscriptions commémoratives, différentes listes qu'on peut appeler chronographiques rendent de grands services à l'historien quand elles existent, ce qui est rarement le cas à Marie. Nous n'avons pratiquement pas de liste des rois. Au contraire, d'autres sites comme Ebla, Babylone ou Ugarit, Marie ne nous a pas conservé de textes liés au culte des ancêtres où seraient énumérés chronologiquement tous ceux qui ont occupé le trône. On possède seulement 2 listes fragmentaires des souverains du 3e et du tout début du 2e millénaire qui portèrent le titre de Chakanakou et qui ont été publiés par Jean-Marie Durand dans les actes du colloque du cinquantenaire, mais l'ordre de succession des rois postérieurs et la durée de leur règne n'ont pu être établis qu'à la suite de longues recherches. À l'époque amorite, 2 systèmes de datation ont été employés selon le régime politique. Lorsque le royaume de Marie était indépendant, on utilisa des noms d'années. C'est un système qui consiste à donner à chaque année non pas le nom d'une personne, mais celui d'un événement de l'année antérieure. Par exemple, année où Yardounlim a remporté la victoire sur les Yaminites et sur la ville d'Imar à la porte d'Abattoum. Cette coutume est attestée pour Yardounlim, Soumou-Yamam et Zimri-Lim, mais aucune liste n'a été retrouvée. Et on est arrivé à reconstituer l'ordre des noms d'années de Zimri-Lim. On a encore quelques tout petits soucis ici et là, mais c'est marginal. Mais pour Yardounlim, on ne le sait toujours pas. Or, les noms d'années commémorent souvent des épisodes militaires, comme celui que j'ai mis à l'écran, et donc on comprend l'intérêt qu'on aurait à connaître la succession de ces noms d'années pour reconstituer l'histoire politique. À l'époque où Marie a été englobée par Samsiadou dans le royaume de Haute-Mésopotamie, les documents ont été datés par les éponymes d'Achour. Et on a retrouvé dans le palais de Marie plusieurs manuscrits fragmentaires d'une sorte de chronique qui racontait les événements ayant affecté la famille de Samsiadou année après année en fonction des éponymes assyriens dont l'ordre peut de ce fait être connu pour cette époque, et surtout pour celle qui précède, les dernières années du règne de Samsiadou n'étant pas couvertes par ce texte. Mais désormais, la succession des éponymes est fixée avec un très bon degré de certitude grâce au travail de Baryamovic, Hertel et Larsen, et par ailleurs, Nele-Ziegler a repris l'édition des Chroniques de Marie dans une étude qui est actuellement sous presse.
Mais la reconstitution de l'ordre des éponymes et des noms d'années a été capitale pour une autre raison, c'est-à-dire que les événements mentionnés dans les textes administratifs datés eh bien, peuvent éventuellement trouver leur place dans la chronologie. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas du libellé des noms d'années en eux-mêmes, mais il s'agit d'événements qui sont mentionnés dans des textes administratifs dont on a la date. Et donc si on arrive à savoir que telle année, c'est 1763 avant Jésus-Christ, eh bien du coup, on peut savoir que le cadeau envoyé à Hammurabi, roi de Babylone, quand il a pris Larsa, qui date de l'an 12 de Zimrilim, c'est en effet quelque chose qui s'est passé en 1763, et les exemples sont nombreux. Les documents d'archives qui constituent la deuxième catégorie, ils ont été retrouvés par milliers dans le palais de Marie et ils relèvent de trois catégories différentes. On a des lettres et des textes administratifs et on a également des textes juridiques. Actuellement, un peu plus de 3000 lettres ont été publiées, ce qui est un chiffre considérable, et beaucoup d'entre elles sont bien conservées et comptent plusieurs dizaines de lignes, jusqu'à un peu plus d'une centaine. Donc ça fait un corpus considérable, rien que du point de vue de la taille, mais c'est bien entendu surtout le contenu de ces lettres qui s'avère très intéressant. En principe, les lettres étaient archivées par leur destinataire, constituant ce qu'on appelle sa correspondance passive. Et de fait, les missives adressées au roi sont les plus nombreuses dans les archives du palais de Marie. Mais on a une difficulté, c'est que la plupart de ces lettres sont adressées à Monseigneur sans qu'on donne le nom du roi. Et comme les lettres ne sont jamais datées, contrairement à notre habitude, eh bien, c'est uniquement d'après l'expéditeur et le contenu de la lettre qu'on arrive à savoir à qui le courrier a été envoyé. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a une disproportion. Il y a à peu près, dans ce qui a été publié jusqu'à présent, environ 500 lettres qui ont Yasmaradou, l'avant-dernier roi, comme destinataire, et plus du triple qui ont été adressées au dernier roi Zimrilim. Et là encore, il faut faire une distinction entre les lettres qui ont été reçues par le roi dans son palais et les lettres que le roi a reçues alors qu'il était à l'extérieur. Alors, première sous-catégorie, les lettres écrites au souverain alors qu'il résidait à Marie, eh bien, elles émanent d'abord de souverains étrangers, mais elles sont moins nombreuses qu'on ne s'y attendrait. Il y a des lacunes qui s'expliquent pour des raisons politiques. Les rois qui ne s'entendent pas ne s'écrivent guère. Mais ce qui est plus étonnant, c'est l'absence presque totale de lettres envoyées par des rois qui ont été proches de Zimrilim, comme le roi d'Alep, Yarimlim, et son fils Hammurabi, par exemple. Et ceci confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que, vraisemblablement, une partie importante de la correspondance diplomatique n'a pas été conservée dans la salle 115, mais est partie à Babylone. Et donc, la correspondance diplomatique du temps de Zimrilim qui nous est parvenue, elle émane avant tout de ses nombreux vassaux. Elle émane aussi de membres de sa famille habitant ailleurs qu'à Marie. Et là, le cas le mieux connu, c'est celui de Yasmaradou, parce que son père Samsiadou et son frère Ishmedagan lui envoyèrent de très nombreuses lettres, respectivement 144 et 91, pour se limiter à ce qui a été publié jusqu'à présent. Et la majorité des lettres adressées au roi dans son palais ont été écrites par des fonctionnaires de province, avec notamment Kibridagan de Terka, 124 lettres, et son collègue de Sagaratoum, Yakimadou, 158 lettres. Il y avait aussi des fonctionnaires qui habitaient normalement dans la capitale, auxquels le roi confiait une mission à l'étranger, et depuis là où ils se trouvaient, eh bien, ils envoyaient des rapports qui parvenaient bien entendu au roi. La correspondance passive du roi comprend également les lettres qu'il recevait quand il ne se trouvait pas dans sa capitale, mais qui étaient conservées et archivées à son retour dans le palais. Alors, ces absences, c'était bien entendu avant tout des campagnes militaires, et donc pendant ces périodes-là, bien entendu, le roi devait être informé de ce qui se passait dans son royaume, comme une maladie de la reine, l'arrivée de messagers, ou de façon plus dramatique, une invasion étrangère.
Et donc ces lettres étaient écrites par des membres de la famille royale, notamment la reine Chiptou, qui a écrit pas moins de 27 lettres à Zimrilim, ou encore des responsables du palais, comme l'administrateur Moukanishoum, qui lui a écrit une trentaine de lettres, le gouverneur de Mari Bardilim, qui a écrit pas moins de 79 lettres au roi. Et dans le cas des fonctionnaires de la capitale, c'est seulement d'après le contenu des lettres qu'on arrive à distinguer les lettres qu'ils écrivent alors qu'ils sont à Mari et que le roi est absent, ou au contraire les lettres qu'ils écrivent alors qu'ils sont absents et que le roi se trouve dans sa capitale. Donc vous voyez que face à un document, nous avons tout ce raisonnement à tenir pour arriver à savoir véritablement à quoi on a affaire. Il ne suffit pas simplement de faire une traduction philologique, il y a tout un travail de raisonnement. Il faut rappeler également que on ne gardait pas en règle générale de double des lettres que l'on expédiait, et donc, par définition, la correspondance active du roi, elle ne se retrouvait pas dans ses archives, mais chez les destinataires des missives qu'il envoyait. Et de fait, on a retrouvé quelques lettres de Zimrilim envoyées au roi de Katara Hatnurabi dans le palais de Tel Rima. Et puis, on a malgré tout découvert dans le palais de Mari quelques dizaines de lettres écrites par le roi, 41 pour Yasmaradou, 86 pour Zimrilim. Alors dans certains cas, on peut voir qu'il s'agit de brouillons qui ont été abandonnés, ou bien dans d'autres cas, il s'agit de lettres qui n'ont pas été expédiées pour une raison ou pour une autre, mais le plus souvent, donc, ce sont des lettres écrites par le roi pendant qu'il était en voyage, écrites par le roi pendant qu'il était en voyage, et donc qui sont adressées à la reine-mère, à ses épouses ou à des fonctionnaires du palais. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans quelques cas privilégiés, nous avons des paires de lettres. Parce qu'on a à la fois la lettre que la reine a écrite au roi alors qu'il était au dehors, et qu'il a ramenée dans son palais et archivée, et la lettre que le roi a écrite en réponse et qui a été retrouvée dans la partie du palais où se trouvaient les femmes. On trouve enfin un dernier ensemble formé par les lettres qui n'ont le roi de Mari ni comme expéditeur ni comme destinataire. Alors, ça peut être des lettres que l'on fait suivre. C'est par exemple, c'était une obligation pour les gouverneurs de province, quand ils recevaient une missive d'un roi étranger, de les faire suivre à leur souverain. Ils s'y engageaient par serment. On a également retrouvé la correspondance passive de certains fonctionnaires du palais, comme le devin Askoudoum, l'administrateur Moukanishoum. Et puis, il faut également prendre en compte les lettres qui ont été détournées en période de conflit. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à repérer. Dans ce cas-là, Monseigneur, eh bien, ce n'est pas le roi de Mari, mais c'est au contraire son ennemi. Et le messager du roi ennemi a été surpris par une patrouille du roi de Mari, et ils ont pris sa sacoche et ils l'ont amené au palais de Mari. Et là, le secrétaire du roi a regardé ce que cette correspondance disait. Je terminerai cet aperçu sur la correspondance par quelques remarques. D'abord, le fait qu'on a une correspondance féminine importante, qui a été en grande partie publiée par Georges Dossin en 1967. Alors, ce terme de correspondance féminine est un peu ambigu parce qu'il englobe à la fois les lettres écrites par des femmes et les lettres écrites à des femmes. Donc ça fait un total de 202, ce qui est déjà beaucoup. Il y a pas moins de 10 femmes différentes qui reçurent un total de 58 lettres, de 1 à 23 chacune, tandis que plus de 35 femmes expédièrent un total de 144 lettres, entre 1 et 29 chacune. Et au sein de cet ensemble, on a quelques lots particulièrement importants. Par exemple, la mère de Zimrilim à Doudouri a expédié 14 lettres et en a reçu 11. La reine Chiptou a expédié 29 lettres et en a reçu 23, dont 4 qui étaient écrites par d'autres personnes que son époux, le roi Zimrilim. Et puis, il y a une réflexion que se fait également l'historien, c'est que la structure même de cette correspondance a un inconvénient majeur pour nous. Les personnages les plus proches du roi ne sont pas, et de loin, les mieux connus dans les lettres qu'on a découvertes.
À partir du moment où vous avez le Premier ministre qui est presque tous les jours en présence du roi, il n'a besoin de lui écrire que quand il fait une mission, mais les missions du Premier ministre, elles sont assez rares. Même chose pour Dariche Libour, que je soupçonne être le barbier du roi, et pour lequel on ne connaît qu'une dizaine de lettres écrites par lui et seulement 4 dont il est destinataire. Et donc ces figures-là, eh bien malheureusement, on aimerait les connaître mieux, mais la nature même du corpus nous empêche d'avoir des lettres dans lesquelles ils sont expéditeurs ou destinataires. Et donc ce qu'on sait surtout, c'est quand des tiers parlent d'eux. Toutes ces lettres ont une très grande variété thématique et évidemment je ne peux pas vous en rendre compte dans le détail. Je dirais simplement qu'il n'est pratiquement aucun sujet qui ne soit abordé dans cette correspondance, même les mesures à prendre pendant la période d'impureté mensuelle de la reine qui sont évoquées dans une lettre, et c'est dire. Et donc, je vais énumérer les thèmes principaux. D'abord, les relations diplomatiques et la vie dans les capitales étrangères. On sait beaucoup de choses à ce sujet et c'est d'autant plus intéressant que beaucoup de ces capitales ne nous sont pas connues par des fouilles qui portent sur des niveaux archéologiques de la même époque, qu'il s'agisse de Babylone, où ce qu'on a retrouvé date pour l'essentiel du premier millénaire, ou comme Alep par exemple, le temple du dieu de l'orage qui a été retrouvé est magnifique, mais on n'a toujours pas le palais contemporain de celui des rois de Marie. La vie à l'intérieur du palais de Marie est de mieux en mieux connue, et il est essentiel à cet égard de confronter données archéologiques et données textuelles. Dominique Beyer faisait allusion à ce travail tout à l'heure, et Jean-Marie Durand avait écrit un article tout à fait pionnier en 1985, lors d'un colloque qui a eu lieu, alors j'allais dire ici même, c'était pas ici même, mais à Strasbourg, et qui aujourd'hui pourrait être largement complété. Et puis on sait également beaucoup de choses sur des centres provinciaux qui n'ont jamais été fouillés, comme Sagaratum ou Katunan. La correspondance nous donne également beaucoup de renseignements sur les techniques, notamment grâce aux lettres qui évoquent les relations avec les artisans chargés des commandes royales. Vous avez des lettres extraordinaires où le roi suit, j'allais dire gramme par gramme, l'utilisation de l'or qu'il donne pour le revêtement de certains objets précieux. Et c'est d'autant plus intéressant que eh bien, les objets en or, vous avez pu le voir, ne sont pas bien abondants pour la dernière phase de l'histoire du palais. Tout ça a été bien entendu pillé. Et puis, on a également des renseignements très intéressants sur la vie agricole et sur l'irrigation qui ont été étudiés récemment par Hervé Reculot. Et je pourrais allonger encore la liste. Les lettres écrites par les devins ont l'avantage de nous faire connaître la pratique de la divination de manière beaucoup plus vivante que les grands recueils de présages des bibliothèques du premier millénaire. Et puis, on a également une cinquantaine de lettres qui contiennent des prophéties qui ont donné lieu à une littérature considérable. Et je terminerai en mentionnant la vie artistique, en vous rappelant les travaux de Nele Ziegler sur les musiciens et la musique qu'elle a exposés ici même il y a quelques semaines. Après les lettres, je passe aux textes administratifs. Lorsqu'on les prend individuellement, il faut bien avouer qu'ils sont à première vue beaucoup moins intéressants que les lettres. Et ça n'est pas pour rien que Georges Dossin s'est réservé essentiellement la publication des lettres, laissant à ces jeunes la publication des textes administratifs. Le contenu est à la fois monotone, laconique, articulé au moyen de quelques mots-clés toujours identiques. On a des longues listes de distribution de rations d'huile ou de vêtements, des inventaires de vaisselle, des comptes de céréales ou de vin, dans lesquels la motivation des dépenses ou des apports, quand elles figurent, n'est indiquée que de manière très allusive. Eh bien, en rester à ce constat superficiel
serait une énorme erreur. L'étude des documents administratifs se révèle en réalité très fructueuse, mais à condition de mettre en œuvre les techniques appropriées. Pendant longtemps, on a été freiné par le fait que la chronologie n'était pas reconstituée. Mais maintenant qu'on a reconstitué cette chronologie, on peut mettre les textes en série. Et du coup, ils deviennent extrêmement parlants. Et puis, il faut également en extraire tout ce qu'ils nous disent sur la culture matérielle, le fonctionnement de l'administration et même sur l'histoire politique. Alors, je vais développer quelques aspects. Les textes administratifs regorgent de vocabulaire technique et ils posent de ce fait des problèmes lexicographiques parfois redoutables. Leur richesse lexicale a d'abord été exploitée par les éditeurs des volumes, notamment RM7, 9 ou 21. Et là, il faut se rappeler la difficulté du travail dans ces années-là, puisque les grands dictionnaires actuels, le dictionnaire de Chicago ou le dictionnaire de von Zoden, étaient loin d'être achevés. Donc, quand vous tombiez sur certaines lettres, eh bien, vous n'aviez que le recours à vos fichiers. Par la suite, de nombreuses études ont été publiées, 5 étant regroupées sous le titre général « La culture matérielle à Marie ». Et puis finalement, à l'intérieur de la série des Archives royales de Marie, il y a une sous-série qui a été créée qui s'appelle « Matériaux pour le dictionnaire babylonien de Paris », avec un volume sur les habits et textiles, un autre sur la vaisselle de luxe et un troisième sur la nomenclature des objets en métal. Dans certains cas, les textes peuvent être mis en relation avec des objets qu'ils aient été découverts à Marie ou ailleurs. Par exemple, en matière de joaillerie, le palais de Marie donc, a été bien pillé par les Babyloniens, mais de nombreux textes évoquent une sorte de médaillon. Eh bien, des bijoux de ce genre, qui datent de la même époque, ont été retrouvés soit à Dilbat, et pour les Parisiens, le collier de Dilbat est en ce moment au Louvre, donc n'hésitez pas à aller le voir. Là, vous n'en avez qu'une petite partie. C'est là où vous avez un disque solaire en or, et puis également à Larsa. De la même manière, la vaisselle de luxe n'est connue que par les inventaires qu'on a retrouvés dans le palais, puisque les objets ont disparu. Et on a aussi des dossiers qui portent sur des données pour lesquelles l'archéologie reste généralement muette, comme les essences parfumées ou les habits. On a un peu d'iconographie, mais savoir quel est le rapport de cette iconographie par rapport à ce qu'on avait dans la vie courante, c'est quelque chose de délicat. Et puis, ces textes permettent aussi d'appréhender des aspects techniques comme les méthodes de peser. Bien entendu, les données des textes administratifs doivent être complétées par les informations sur les mêmes sujets qui se trouvent dans les lettres. Les textes administratifs sont le produit de l'administration du palais et en dehors de leur objet propre, ils permettent de reconstituer les procédures qui étaient suivies et dont l'étude continue à faire des progrès. Par ailleurs, les documents administratifs concernent essentiellement le palais, et notamment les dépenses qui étaient effectuées à l'intérieur de celui-ci. Donc on n'a pas la comptabilité qui porterait sur l'ensemble du royaume, mais on a une exception, c'est les documents qui sont issus des recensements. On établissait des listes localité par localité et on recopiait ces listes sur des grandes tablettes dans les différents centres provinciaux avant que ces grandes tablettes soient acheminées jusqu'à la capitale. Et là, ces grandes tablettes étaient entreposées dans des paniers scellés, gardées dans une pièce elle-même scellée, et on a retrouvé quelques étiquettes de ces paniers. C'est le seul cas où des documents administratifs portent sur l'ensemble du royaume, et plus précisément sur les 3 provinces centrales, Mari, Terka et Sagaratum. Alors, bien entendu, ça n'est pas un recensement comme nous l'entendons de nos jours. Ce sont les hommes en âge de partir à la guerre qui étaient recensés. Mais à partir de ces textes, on peut, par extrapolation, faire une estimation de la population sédentaire du cœur du royaume et puis essayer de corroborer cela par d'autres éléments.
on a aussi des documents qui sont très intéressants, des listes de déportés, parce que là, ce sont des familles entières qui ont été déportées à la fin du règne de Zimrilim, et donc vous voyez certains aspects de la démographie pour les villages qui ont été ainsi déportés. Finalement, ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est d'arriver à utiliser les textes administratifs dans une perspective qui n'était pas celle pour laquelle ils avaient été écrits. On peut prendre le cas de la série de textes qu'on appelle les repas du roi. Alors, au début, on s'est intéressé à ces documents dans une perspective d'histoire de l'alimentation. Mais on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait nullement des menus établis pour la table du souverain, parce que ces documents, c'était avant tout la comptabilité des réserves de céréales à l'intérieur du palais. Et donc on n'avait pas tous les mets qui étaient servis au roi. Ces textes étaient rédigés quotidiennement et des récapitulatifs étaient établis à la fin de chaque mois. Et une analyse paléographique de ces textes a établi qu'ils avaient été écrits par deux mains différentes. Et Ney-le-Ziegler a pu retrouver le nom des deux femmes scribes qui, à l'intérieur du palais, établissaient ce genre de documents. Alors, ce sont des éléments intéressants, mais à partir du moment où vous avez la totalité des textes des repas du roi, que vous les mettez en ordre chronologique, vous vous apercevez qu'il y a des lacunes. Et ces lacunes, il ne faut pas penser qu'elles correspondent à des lacunes de conservation. En réalité, ce sont les périodes pendant lesquelles le roi n'est pas dans son palais. Et du coup, vous avez la possibilité de dater de nombreuses campagnes militaires avec, de façon précise, la date à laquelle le roi a quitté son palais et la date à laquelle le roi y est revenu. On peut aussi reconstituer d'autres séries et connaître, par exemple, les déplacements de Zimrilim au jour le jour pour les 3 premiers mois de son règne, grâce au calendrier cultuel, parce que le roi est allé faire des offrandes dans différents temples, et du coup, on a enregistré en particulier les ovins qui étaient offerts aux divinités dans le palais, dans différents temples de la capitale et même dans d'autres villes à l'extérieur de Mari. Et puis ces textes permettent de reconstituer les carrières des individus qui avaient différentes responsabilités grâce à des études de prosopographie et l'étude du harem qui avait commencé par l'exploitation des lettres très vivantes, a pu se développer de manière beaucoup plus complète en étudiant les listes des rations versées aux femmes qui vivaient dans le palais à l'époque de Yasmaradou et surtout à l'époque de Zimrilim. Les textes administratifs permettent aussi donc de dater des lots de correspondance, comme je vous l'ai déjà indiqué, et donc aujourd'hui, on arrive à dater un nombre de plus en plus important de lettres de l'année, mais quelquefois même du mois, et ceci est quelque chose dont, quand j'ai commencé à travailler sur les textes de Mari, on ne rêvait même pas, et évidemment, plus vous progressez dans ce genre d'études, plus par recoupement, vous arrivez à dater un nombre important de lettres. Alors il faut faire très attention, parce que si vous vous trompez pour une lettre, après c'est le château de cartes. Et il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on croit que cette lettre date de tel moment, parce que si ça se trouve, entre-temps, on s'est rendu compte que le recoupement qui avait été fait ne tient pas. Donc c'est un travail tout à fait considérable et qui prend beaucoup de temps, bien sûr. Et puis, les documents administratifs nous informent également sur des événements qui sont peu ou mal documentés par les lettres, mais je n'insisterai pas sur ce point. Je dirais quelques mots des actes juridiques qui ne représentent qu'une petite fraction des archives. D'abord, pour noter qu'il n'existe pas véritablement à cette époque d'actes juridiques internationaux écrits. Ce que nous appelons des traités, en réalité, ce sont des propositions d'alliance qui sont adressées par écrit à un roi par un autre dans le cadre de négociations diplomatiques à distance.
Et donc, pour l'essentiel, c'est le serment que le roi sollicité devait prêter à celui qui envoyait la tablette. Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire le livre que j'ai publié à ce sujet en 2019. Les actes de droit privé qui nous sont parvenus, ce sont des contrats de vente, terrain, maison, esclaves, des textes d'adoption, de mariage, de nombreux prêts, et à l'instar des enveloppes de lettres et de certains textes administratifs, ces contrats étaient scellés. Celui qui renonçait à un droit, par exemple le vendeur, ou qui s'engageait, comme l'emprunteur, déroulait son sceau, et puis on a également les sceaux d'un certain nombre de témoins. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir pourquoi des documents privés se trouvent dans le palais de Marie, et j'ai essayé d'étudier cela dans mon cours et dans mon séminaire au Collège de France cette année. Du point de vue des formulaires employés par les scribes, ce qui est intéressant, c'est que les textes les plus anciens, ceux qui datent de l'époque de Yardunlim et de Sumuyamam, sont également les plus classiques. Ils correspondent aux normes de la Babylonie du Nord à la même époque. Et par la suite, les scribes de Marie ont acquis davantage d'autonomie et ont été capables de rédiger des actes qui correspondaient davantage aux réalités juridiques locales, en s'écartant par là même des formulaires babyloniens tout faits qu'ils avaient appris à l'école. Un dernier point doit être souligné, c'est l'étendue considérable de l'horizon géographique des archives de Marie. Alors là, je passe des considérations sur l'écriture, mais je voudrais surtout souligner le fait que Marie, ce n'est pas simplement l'histoire d'un royaume. Nous avons des informations sur ce qui se passe en Palestine, à Razor. Nous avons des contacts avec Ratoucha dans le cœur de l'Anatolie. Nous avons également des relations avec les rois iraniens et notamment à Suse. Et les relations vont jusqu'à Bahreïn dans le Golfe. Et je passe les pouvoirs plus proches, Katna, Alep, Eshnouna, Larsa, pour lesquels nous avons énormément de renseignements. Alors, il y a des lieux prestigieux, comme ceux que j'ai énumérés, qui sont localisés, mais nous avons également un certain nombre d'endroits pour lesquels nous n'avons pas de localisation, et on a fait des progrès considérables ces dernières années, notamment dans le cadre de projets franco-allemands qui s'appellent IGEOMES et Textelsem, et c'est ainsi que l'année dernière, Nele Ziegler et Adelaide Otto ont pu identifier l'une des capitales majeures du Proche-Orient de l'époque, la ville d'Ekal Latoum, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel Tel Huweish, à 15 km au nord d'Achour. Et vous pourrez en savoir plus en consultant ce recueil qu'elles viennent d'éditer et qui contient différentes études très importantes pour la géographie historique. Et puis je terminerai en retraçant rapidement l'histoire de la publication des archives de Marie, donc, qui est déjà ancienne, puisque ça a commencé en 1936, et qui est loin d'être achevée, et je vous donnerai quelques jalons pour le futur. Donc j'ai déjà raconté l'histoire de la publication de ces archives, et vous avez une contribution de Laurent Colonna d'Istria dans le catalogue de l'exposition qui fournit quelques détails supplémentaires. Et donc, ce que je dirais, c'est d'abord le fait que pendant longtemps, les grandes séries assyriologiques où étaient publiés des textes cunéiformes comportait avant tout des copies manuscrites des originaux, et ça a été une décision très innovante qu'a prise André Parrot lorsqu'il a décidé de fonder, avec son épigraphiste Georges Dossin, la collection des Archives royales de Marie, puisque chaque volume de planche était accompagné par un volume de transcription-traduction, complété par de brèves notes. Alors, rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi des études. On les a d'abord faites sous forme d'articles, et puis ensuite, pour les textes administratifs, on les a inclus au volume, et finalement, ça a été également le cas des lettres. Il y a eu également des volumes d'études collectives
à la fois archéologique et épigraphique, Studia Mariana en 1950, les Maries qui ont été dirigés par Jean Margueron et Jean-Marie Durand entre 1982 et 1997. Et puis, comme les éditions recherche sur les civilisations n'arrivaient pas à absorber toute la production des épigraphistes de Marie, eh bien, on a créé une nouvelle série, les Florilegium Marianum, qui est parallèle à la série des ARM. Et donc, je voudrais ici souligner le fait que, du point de vue scientifique, il ne faut pas faire de différence entre les deux. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, heureusement, la maison Peters a repris les archives royales de Marie. Et donc, je vous mets ici la trilogie que Jean-Marie Durand nous a donnée ces dernières années, le volume 35 devant sortir incessamment. J'espérais pouvoir vous le montrer, mais finalement, il faudra être encore patient encore un tout petit peu. Voilà donc où nous en sommes. Alors, il est vrai que pendant très longtemps, il est devenu de plus en plus difficile de s'y retrouver dans cette moisson épigraphique de Marie. Vous avez des textes publiés dans les ARM, dans les Maries, dans les Florilegium Marianum, dans des articles isolés pour des colloques, des mélanges, etc. Et donc, on a lancé en 2008 la base Archibab, dont l'un des objectifs, c'était justement de permettre de consulter plus facilement tous ces documents. Depuis 2008, nous avons réussi à suivre l'actualité, et puis petit à petit, on travaille de manière rétrospective. L'avantage d'une base de données, c'est que vous pouvez régler un problème qui s'est posé pendant longtemps aux assyriologues, la façon de reproduire les originaux. Traditionnellement, on faisait des copies à la main, tout simplement parce que publier des photographies coûtait des sommes monstrueuses. Mais aujourd'hui, évidemment, la situation n'est plus du tout la même. Alors, à un moment donné, on a cru que l'avenir, ce serait les microfiches. Où y a-t-il aujourd'hui des... Mais oui, je vois que ça vous fait rire, la jeunesse, là, mais je peux vous dire qu'en 1988, quand les microfiches sont apparues, on a cru qu'on avait trouvé le système. Et puis après ça, il y a eu les CD-ROM, voilà, ressourire dans la salle. Et aujourd'hui, bien sûr, grâce aux bases de données, voilà, vous faites un clic et hop, vous avez accès à une image sur laquelle vous pouvez zoomer, que vous pouvez enregistrer. Ce sont des facilités, évidemment, fantastiques. Et je terminerai en parlant du projet PCEHM. Comme vous le savez, la situation politique en Syrie depuis le printemps 2011 est telle que le travail dans les musées n'est plus possible. Dans un premier temps, nous avions espéré que la situation deviendrait rapidement meilleure, et d'abord et avant tout pour la population syrienne, mais il a fallu se rendre à l'évidence. Il ne sera pas possible, avant un certain temps, de collationner les tablettes une dernière fois avant de les publier. Donc désormais, nous faisons ce contrôle sur photo, et de 2011 à 2023, il y a eu 850 textes supplémentaires qui ont été publiés, pour l'essentiel dans 6 volumes, mais manifestement, par rapport à tout ce qui nous reste encore à publier, ce rythme n'est pas suffisant, et donc on a soumis à l'Agence nationale pour la recherche un nouveau projet dont l'un des objectifs est de renforcer l'effort de publication de l'exploitation des archives de Marie. Donc l'acronyme PCEHM, c'est pour Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie. Et ça va permettre notamment de publier une dizaine de volumes, dont certains qui sont en préparation depuis longtemps. Et je serai le premier à battre ma coulpe. Le volume de textes juridiques que je vais publier bientôt, j'espère, est depuis beaucoup trop longtemps dans mes dossiers et dans mon ordinateur. Et puis on essayera aussi de mettre à terme la totalité des textes de Marie dans la base Archibab. Actuellement, la totalité des lettres s'y trouve, mais pas la totalité des textes administratifs. Et puis, dans le cadre de ce projet, la base de données elle-même est en cours de refonte complète, parce que ce à quoi vous pouvez accéder actuellement sur Internet, ça a été conçu il y a 12 ans, et on a aujourd'hui des instruments. 12 ans, c'est un dinosaure par rapport au rythme de l'évolution des techniques. Et donc, on a à l'heure actuelle l'Archibab, voilà une fenêtre de l'état actuel, et on a maintenant
dans l'Archibab du futur, qui est en phase de test et qui sera à la fois infiniment plus rapide, plus simple d'utilisation et qui répondra aux exigences actuelles en termes de durabilité et d'interopérabilité, avec une base qui profitera de la taille actuelle des écrans. Alors vous pourrez le regarder sur votre smartphone, mais surtout l'intérêt, c'est si vous avez un écran de 27 pouces, vous pourrez tout voir d'un coup, y compris donc, en mettant en colonne transcription, traduction et photographie, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Le nouveau site inclut des notices toponymique très complète, ainsi qu'une cartographie interactive absolument formidable. Mais j'arrête parce que sinon, je vous retiendrai au-delà du raisonnable. Et donc, il est grand temps de conclure. Et je ne voudrais pas vous donner l'impression de faire du chauvinisme scientifique, mais je crois qu'on peut dire en toute objectivité qu'il n'existe pas dans tout le Proche-Orient ancien d'archives aussi riches que celles découvertes à Mari. Alors, on parle souvent de Ninive, mais d'abord, Ninive, c'est avant tout la bibliothèque. Et celle d'Assurbanipal a livré de nombreux textes, mais il ne faut pas être victime du nombre de numéros d'inventaire qui dépasse les 30 000, parce que le nombre de petits fragments est considérable. Et en réalité, à Ninive, il n'y a pas plus que 5000 tablettes, bibliothèques et textes d'archives mis ensemble. Et donc la capitale de l'empire néo-assyrien au 7e siècle a donné beaucoup moins de textes que la capitale du royaume de Mari près de 12 siècles auparavant. On dit souvent que le site qui a livré le plus de textes d'archives est Kültepe, l'ancienne Kanesh, dans le centre de la Turquie actuelle, et c'est vrai, mais il faut rappeler d'abord que sur les quelques 24 000 tablettes exhumées jusqu'à présent, moins du quart est actuellement publié, et par ailleurs, quel que soit l'intérêt de ces archives, il faut rappeler quand même que ce sont les papiers d'affaires de marchands assyriens, et donc on n'a absolument pas la même variété de contenu que ce qu'on a dans les archives de Mari. Avec les archives de Mari, on a véritablement affaire à une découverte exceptionnelle et dont, 89 ans plus tard, on est loin d'avoir exploré toutes les richesses. Rendez-vous dans 11 ans à l'occasion du centenaire. Je vous remercie de votre attention.